29 juillet 1981. Cathédrale Saint-Paul, Londres. 3500 invités retiennent leur souffle. 750 millions de téléspectateurs dans le monde entier ont les yeux rivés sur leurs écrans. Et tous regardent la même chose, un diadème. 800 diamants captent la lumière des vitraux gothiques. Chaque pierre projette un éclat argenté sur le visage d'une jeune femme de 20 ans à peine. Diana Spencer avance dans l'allée centrale. Sa robe de soie ivoire bruise doucement contre le marbre froid. Mais ce n'est pas la robe que les gens remarquent en premier. C'est le diadème Spencer. Des étoiles de diamants, des fleurs géométriques, des volutes d'or qui semblent danser dans ses cheveux blonds. Ce bijou n'a rien d'excessif. Pas de rubis sanglants, pas d'émeraudes ostentatoires. Juste la pureté glacée du diamant et de l'or blanc. Une élégance presque virginale. Le monde entier y voit un symbole. Le symbole d'un conte de fées qui commence. Une jeune aristocrate qui épouse son prince. Un diadème familial qui couronne l'amour. Mais personne ne sait. Personne ne sait que ce bijou cache un secret explosif. Que chaque diamant de cette couronne a été arraché à un autre trésor Spencer, volé, démonté, recomposé. Comme si ce diadème lui-même portait la mémoire d'une famille fragmentée. Et personne ne sait surtout que dans quelques années, ce même bijou deviendra le témoin silencieux d'une guerre. Une guerre familiale plus cruelle que toutes les batailles royales. Une guerre entre deux femmes. Diana Spencer, la princesse du peuple, l'icône mondiale, la martyre. Et Reine Spencer, la belle-mère. L'intruse. Celle que Diana appelait publiquement, sans la moindre honte, pluie acide. Imaginez la scène. Un dîner de famille. La tension est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Diana refuse de regarder Reine. Ses frères et sœurs détournent les yeux. Le silence glacial. Et au milieu de cette table, comme une ironie cruelle, les couverts en argent des Spencer étincellent sous le lustre. Reine ne dit rien. Elle n'a jamais rien dit. Pendant des années, elle a encaissé. Les insultes, les boycotts, les menaces d'expulsion du domaine familial après la mort du comte. Les accusations de mauvais goût, de gaspillage, d'opportunisme. Elle a tout enduré sans jamais riposter. Et puis, un jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Diana est venue chez Reine, seule. Elle a franchi la porte qu'elle avait juré de ne jamais franchir. Elles se sont assises face à face. Et Diana a dit les mots que personne n'aurait cru possibles. Merci. Merci pour les années d'amour. Merci pour les soins. Merci d'avoir sauvé mon père. Deux femmes brisées par la vie se sont embrassées ce soir-là. Le mur de glace a fondu. Le conflit qui avait déchiré la famille Spencer pendant 15 ans s'est évaporé en une seule soirée. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après tant de haine? Et surtout, que s'était-il vraiment passé entre ces deux femmes pour qu'une princesse adulée par le monde entier se transforme en bourreau domestique? Peut-être que la réponse se trouve justement dans ce diadème, ce bijou transformable, composé de pièces arrachées à d'autres trésors, un symbole parfait d'une famille qui se déchire, se recompose, se transforme. Peut-être que derrière chaque éclat de diamant se cache une larme. Peut-être que derrière chaque conte de fées royales se cache un drame humain que personne ne veut voir. Alors voici la question que personne n'ose poser à voix haute. Combien de secrets terribles se cachent derrière les sourires figés des photographies officielles? Combien de guerres silencieuses se jouent dans les palais pendant que le peuple applaudit sur les trottoirs? 1927, un atelier de joaillier à Londres. Des mains gantées de blanc manipulent des pinces délicates. Sur le velours noir d'un établi, un vieux diadème Spencer attend sa transformation. Il n'a rien d'extraordinaire à ce moment-là. Des volutes d'or un peu ternes, quelques diamants dispersés sans vraie cohérence. Un bijou de plus dans l'arsenal des Spencer, une famille qui collectionne les trésors depuis des générations. Mais quelqu'un a eu une idée étrange, presque chirurgicale. Pourquoi ne pas démonter d'autres bijoux Spencer, extraire leurs plus belles pièces et les greffer sur ce diadème pour le rendre unique? Imaginez un médecin qui prélèverait des organes sur plusieurs corps pour créer un être parfait. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce diadème. Premier prélèvement, une broche en diamant.
offerte en 1919 à Lady Cynthia Hamilton comme cadeau de mariage par Lady Sarah Spencer, la grand-mère de Diana. Cette broche représentait 4 fleurs de diamant, délicates comme de la dentelle de glace. Les joailliers l'ont démontée, fleur par fleur, et ils ont greffé ces motifs floraux sur le diadème. 4 fleurs arrachées à leur écrin d'origine, 4 morceaux d'un autre trésor familial sacrifiés pour en créer un nouveau. Mais ce n'était pas suffisant. Deuxième prélèvement, les diamants de Lady Delia Spencer, un chef-d'œuvre de géométrie offert en 1914 par le 6e comte Spencer à sa fille bien-aimée. Des motifs si complexes qu'on aurait dit des flocons de neige cristallisés. Le frère de Lady Delia était le grand-père de Diana elle-même. Ces diamants aussi ont été démontés, extraits, réassemblés sur le diadème comme des pièces de puzzle. Et là, sous les doigts des artisans, quelque chose de nouveau est né. Un diadème composé de 800 diamants, grands et petits, certains datant de plusieurs générations, d'autres tout neufs, ajoutés pour combler les vides. De l'or, de l'argent, des étoiles, des fleurs, un mélange hypnotique de styles et d'époques. Un bijou transformable. On pouvait le porter en diadème lors des bals, ou le démonter et le transformer en collier éblouissant pour les dîners intimes. La famille Spencer l'a adoré immédiatement. Il est devenu le diadème de mariage par excellence. Chaque génération l'a porté. Chaque jeune marié Spencer a senti le poids froid de ses 800 diamants sur son front le jour de son union. La nièce de Diana, Sandra Paul, l'a porté en 1982. Les photographies montrent une jeune femme radieuse, le front ceint d'étoiles de diamants. Comme si ce bijou lui transmettait la bénédiction de toutes les Spencer qu'il avait portées avant elle. Mais voilà le détail que personne ne remarque. Ce diadème n'a jamais été un tout cohérent. C'est un assemblage, un Frankenstein de joaillerie. Des morceaux arrachés à d'autres vies, à d'autres histoires, recousus ensemble pour créer une illusion d'unité. Exactement comme la famille Spencer elle-même. Des mariages, des divorces, des remariages, des enfants de différents lits, des héritages disputés, des secrets enfouis dans les coffres du manoir ancestral. Et ce diadème, témoin de tout cela, passait de tête en tête, silencieux, scintillant, portant en lui la mémoire fragmentée de générations entières. Mais le plus troublant n'était pas la manière dont ce diadème fut créé, c'était la malédiction qu'il semblait porter sur toutes les femmes Spencer qui le touchaient. Lady Cynthia Hamilton, celle qui avait offert la broche originale, mariée jeune, veuve tôt, une vie de deuil dans les couloirs glacés d'un manoir trop grand. Lady Delia Spencer, dont les diamants géométriques ornent maintenant le diadème. Elle avait connu l'exil, la perte, la séparation forcée de ses enfants pendant la guerre. Et Diana elle-même, Diana qui porta ce diadème le jour de son mariage comme une couronne de gloire. Diana qui souriait aux caméras sans savoir que dans quelques années, ce même bijou serait vendu aux enchères, dispersé, fragmenté comme la famille qu'il représentait. Certains disent que les bijoux n'ont pas de mémoire, qu'ils ne sont que les pierres mortes serties dans du métal froid. Mais ceux qui ont tenu ce diadème Spencer entre leurs mains racontent autre chose. Ils parlent d'un poids étrange. Pas seulement le poids physique de l'or et des diamants, mais un poids plus profond, comme si chaque pierre portait l'empreinte de toutes les femmes qui l'avaient porté avant, comme si ce bijou lui-même savait ce qui allait arriver. 1976, un manoir Spencer. Le comte John Spencer, père de Diana, se remarie. Sa première épouse est partie depuis des années. Les enfants sont grands. La vie continue. Et voici la nouvelle comtesse Spencer, Reine. Reine McCorquodale, 47 ans, élégante, parfaitement coiffée, parfumée, toujours impeccablement vêtue. Elle entre dans le manoir ancestral des Spencer avec ses valises, ses bijoux, et surtout avec quelque chose d'invisible, mais que tout le monde peut sentir, une odeur de scandale. Car Reine n'est pas n'importe qui. Elle est la fille de Barbara Cartland, la romancière la plus célèbre d'Angleterre. Celle qui écrit des romans à l'eau de rose avec des duchesses en détresse et des milliardaires au cœur tendre. Des livres que l'aristocratie britannique lit en cachette, mais dont elle se moque ouvertement. Reine est aussi une femme qui en est à son 3e mariage, 3 mariages,
3 aristocrates, 3 noms différents. Pour la haute société britannique, c'est impardonnable. Une femme respectable ne se remarie pas 3 fois. Une femme de goût ne divorce pas comme on change de robe. Mais Reine, elle, n'a jamais demandé la permission. Le jour où elle franchit pour la première fois le seuil du manoir Spencer en tant que maîtresse de maison, les domestiques échangent des regards. Certains baissent les yeux, d'autres chuchotent dans les couloirs. Les enfants Spencer ne sont pas là pour l'accueillir. Diana a 15 ans, elle est pensionnaire. Lorsqu'elle apprend la nouvelle du remariage de son père, elle ne dit rien, mais son visage se ferme comme une porte qui claque. Sa sœur Sarah est glaciale, son frère Charles furieux, leur sœur Jane distante. Reine est une intruse, point final, et la société britannique ne tarde pas à lui faire sentir. Dans les dîners mondains, on la présente comme la nouvelle comtesse Spencer, oui, mais toujours avec ce petit sourire en coin. Ce ton légèrement condescendant, cette manière de dire son nom en insistant sur le fait qu'elle est la fille de Barbara Carkland, comme si c'était une tare. On critique son goût en décoration, trop de dorures, trop de velours, trop de tout. On l'accuse de vouloir effacer la mémoire de la première comtesse Spencer, de refaire le manoir à son image. De dépenser l'argent familial pour satisfaire ses caprices de nouvelle riche. Nouvelle riche. Voilà le mot qui revient sans cesse. Peu importe que Reine ait elle-même été mariée à des aristocrates, peu importe qu'elle connaisse les codes, les règles, les usages, elle reste une outsider, une femme qui vient d'ailleurs, une femme qui n'a pas le sang Spencer. Mais ce qui est étrange, c'est que Reine ne réagit jamais. Elle sourit poliment lors des dîners où on l'ignore. Elle reste digne lorsqu'on critique ses choix. Elle continue à s'occuper du manoir, à organiser des réceptions, à remplir son rôle de comtesse avec une application presque mécanique. Comme si elle avait décidé, une fois pour toutes, de ne jamais donner satisfaction à ceux qui attendent qu'elle craque. Mais il y a une personne qui, elle, ne se contente pas de l'ignorer. Diana. Diana qui grandit avec cette femme dans la maison de son enfance. Diana qui voit Reine réaménager les pièces, changer les rideaux, déplacer les meubles. Diana qui sent que quelque chose d'irréparable est en train de se produire. L'effacement de sa mère. Car c'est ça le vrai crime de Reine aux yeux de Diana. Ce n'est pas le mauvais goût, ce n'est pas les dorures ou les velours, c'est qu'elle existe, qu'elle occupe la place de celle qui est partie, qu'elle ose être heureuse avec le comte Spencer alors que la première famille est en miettes. Et Diana, adolescente blessée, trouve un surnom qu'elle utilisera pendant des années, en public, sans honte. Pluie acide. 2 mots, prononcés avec un sourire glacial, devant les amis, devant la famille, devant les journalistes parfois. Pluie acide. Parce que Reine détruit tout ce qu'elle touche, parce qu'elle est toxique, parce qu'elle n'a rien à faire dans cette famille. Et Reine entend ce surnom, encore et encore, à chaque réunion familiale, à chaque Noël forcé, à chaque anniversaire glacial. Elle entend, mais elle ne dit rien. Elle serre les lèvres, elle redresse le dos, elle continue. Certains y voient de la faiblesse, d'autres de l'opportunisme. Après tout, disent les mauvaises langues, elle a épousé le comte pour son titre et sa fortune. Alors elle encaisse, elle fait profil bas, elle attend que l'orage passe. Mais est-ce vraiment ça? Est-ce qu'une femme qui cherche juste le confort et l'argent endure 15 ans d'humiliation publique, 15 ans de boycotts familiaux, 15 ans de mépris? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose que personne ne veut voir, quelque chose qui dérange parce que ça remet en question toute l'histoire qu'on s'est racontée. Et si Reine n'était pas la méchante? Et si Reine aimait vraiment le comte Spencer? Et si elle restait, non pas pour l'argent, mais pour lui? Voilà la question qui dérange. Peut-on vraiment condamner une femme parce qu'elle a eu le malheur d'épouser un homme dont les enfants refusent de tourner la page? Peut-on vraiment la traiter d'intruse alors qu'elle a été légalement, officiellement choisie par cet homme? Ou est-ce plus simple de la détester, de la transformer en bouc émissaire, de projeter sur elle toute la douleur d'une famille brisée? 1981, Diana Spencer devient princesse de Galles. Le monde entier l'adore. Les photographes la suivent partout.
Chaque sourire est analysé, chaque robe commentée. Elle est l'icône de la compassion, la princesse du peuple. Mais derrière les portes du manoir Spencer, c'est une toute autre Diana. Noël 1983. La famille Spencer se réunit pour le repas traditionnel. Le sapin scintille dans le grand salon. L'odeur de la dinde rôtie flotte dans les couloirs. Tout semble parfait. Rain descend l'escalier. Elle porte une robe de velours bordeaux, un collier de perles. Elle a passé des heures à préparer ce dîner, à choisir le menu, à décorer la table. Diana arrive en retard. Elle traverse le salon sans regarder Rain, sans un mot, sans un signe de tête. Le comte Spencer, Johnny comme l'appelle Rain, tente un sourire. « Diana, ma chérie, tu es magnifique. » Diana l'embrasse, puis elle s'assoit, à l'autre bout de la table, le plus loin possible de Rain. Le silence est épais. Les couverts teintent contre la porcelaine. Personne ne parle vraiment. On échange des banalités, le temps qu'il fait, les projets de chacun. Et puis Diana lâche, comme ça, entre deux bouchées. « J'ai vu que le salon a encore été refait, c'était vraiment nécessaire. » Sa voix est douce, presque innocente, mais le venin est là. Rain pose sa fourchette, elle respire lentement. « J'ai pensé que les couleurs plus chaudes rendraient la pièce plus accueillante. » Diana sourit, ce sourire glacial qu'elle réserve aux journalistes qu'elle n'aime pas. Accueillante, c'est un mot intéressant. Elle ne dit rien de plus, mais tout le monde comprend. Rain n'a rien à faire ici. Cette maison n'est pas la sienne. Elle joue à la maîtresse de maison, mais c'est un mensonge. Le frère de Diana, Charles, ricane doucement. Sarah baisse les yeux. Le comte Spencer semble soudain très fatigué. Rain ne répond pas. Elle continue de manger. Mais ses doigts tremblent légèrement autour de son verre. Ce genre de scène se répète, encore et encore, à chaque réunion familiale. Diana ne crie jamais, elle n'a pas besoin de crier. Elle a perfectionné l'art de l'humiliation subtile. Une remarque ici, un silence là, un regard appuyé. Un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux, et surtout le surnom, pluie acide. Elle le prononce devant les amis, lors des dîners mondains, même devant des journalistes complices. Oh, vous savez, pluie acide a encore redécoré le manoir. Tout est tellement voyant maintenant. Les rires fusent, discrets, complices. On ne contredit pas la princesse de Galles. Et Reine qui entend tout, qui sait que tout Londres parle d'elle comme de la belle-mère vulgaire, comme de l'intruse sans goût, comme de la femme qui a détruit le sanctuaire familial des Spencer. Les accusations s'accumulent. Reine dépense trop. Elle gaspille l'argent familial en tissus précieux, en dorures inutiles, en caprices de nouveaux riches. Rain efface la mémoire de la première comtesse. Elle remplace les portraits. Elle change les meubles. Elle ose exister là où elle ne devrait pas. Rain manipule le comte. Il est âgé, fatigué. Elle profite de sa faiblesse pour s'approprier l'héritage Spencer. Diana, Sarah et Charles se liguent. Ils parlent déjà de l'après, de ce qui se passera quand le comte mourra. Rain sera expulsée, chassée du manoir. Elle n'aura rien, elle ne mérite rien. Ils le lui font savoir, par petites touches, par allusion. Un jour, Charles lâche devant elle. Bien sûr, tout ceci retournera à la famille Spencer, la vraie famille. Rain devient blême, mais elle ne dit rien. Elle pourrait se défendre, elle pourrait hurler, elle pourrait claquer la porte et partir. Mais elle reste, et les gens se demandent pourquoi. Pourquoi une femme endure-t-elle autant d'humiliations? Pourquoi reste-t-elle dans une famille qui la déteste? Pourquoi ne riposte-t-elle jamais? La réponse semble évidente pour tout le monde. L'argent, le titre, le statut de comtesse Spencer. Mais voilà ce que personne ne sait. Pendant que Diana l'accuse de gaspillage et d'opportunisme, pendant que toute la famille Spencer complote pour l'expulser, Rain accomplit quelque chose que personne ne verra jamais dans les journaux. Elle sauve la vie du comte Spencer. 1978, 2 ans après leur mariage, le comte John Spencer s'effondre, hémorragie cérébrale massive. Les médecins britanniques sont formels, il ne passera pas la semaine. Rain refuse d'accepter ce verdict. Elle cherche, elle téléphone, elle contacte des spécialistes partout en Europe.
Elle trouve un médecin en Allemagne qui travaille sur un traitement expérimental. Un médicament qui n'est pas encore approuvé, qui comporte des risques énormes. Elle obtient ce médicament. Elle le fait venir en urgence. Elle signe tous les papiers. Elle prend tous les risques. Et elle sauve Johnny. Le comte Spencer survit, contre toute attente. Les médecins parlent de miracle. Mais le vrai miracle, c'est l'obstination d'une femme que tout le monde traite de parasite. Elle le soigne pendant des mois, des années. Elle adapte le manoir pour qu'il puisse se déplacer. Elle engage les meilleurs spécialistes. Elle reste à ses côtés nuit et jour. Pas pour l'argent, pas pour le titre, parce qu'elle aime Johnny. Mais pendant ce temps, Diana continue de l'appeler pluie acide. Les enfants Spencer continuent de comploter pour l'expulser. La société britannique continue de ricaner dans son dos. Et Rain continue de se taire. Elle pourrait révéler ce qu'elle a fait. Elle pourrait brandir la preuve de son dévouement. Elle pourrait forcer Diana et les autres à reconnaître la vérité. Mais elle ne le fait pas, parce qu'elle a compris quelque chose que personne d'autre ne voit. Diana n'a pas besoin d'une belle-mère. Diana a besoin d'un ennemi, quelqu'un sur qui projeter toute la douleur de son enfance brisée, quelqu'un à blâmer pour l'absence de sa mère, quelqu'un à haïr pour ne pas avoir à affronter sa propre souffrance. Et Rain accepte ce rôle. Elle devient le paratonnerre de la rage familiale. Elle encaisse, elle endure, mais le pire était à venir. Septembre 1978, hôpital de Londres, 3 heures du matin. Les néons blafards du couloir grésillent légèrement. L'odeur d'antiseptique brûle les narines. Le silence est lourd, interrompu seulement par le bip régulier des machines dans les chambres voisines. Rain Spencer est assise sur une chaise en plastique inconfortable. Elle n'a pas dormi depuis 48 heures. Son maquillage parfait a coulé. Ses cheveux impeccables sont défaits. Ses mains tremblent. Dans la chambre derrière elle, Johnny lutte contre la mort. Hémorragie cérébrale massive. Les médecins ont été clairs, brutalement clairs. Il ne passera pas la semaine, peut-être même pas la nuit. Il faut prévenir la famille, préparer les funérailles. Mais Rain refuse d'entendre ces mots. Elle se lève, ses talons claquent sur le lino froid. Elle marche vers le bureau des infirmières. Sa voix est calme, mais son regard est d'acier. « Je veux une liste, tous les spécialistes d'hémorragie cérébrale en Europe, maintenant !» L'infirmière hésite. « Madame, votre mari est dans un état critique. Il faut être réaliste. »« La liste !» Rain passe les jours suivants au téléphone. Elle appelle des hôpitaux en Allemagne, en Suisse, en France. Elle contacte des chercheurs, des professeurs, des médecins dont personne n'a jamais entendu parler. Elle tombe sur un nom, un neurologue allemand qui travaille sur un traitement expérimental, un médicament qui pourrait réduire les dommages cérébraux après une hémorragie. Mais ce traitement n'est pas approuvé au Royaume-Uni. Il comporte des risques, des effets secondaires potentiellement graves. Rain n'hésite pas une seconde. Elle prend l'avion pour l'Allemagne. Elle rencontre le médecin. Elle signe tous les papiers de décharge. Elle comprend les risques. Elle les accepte. Elle fait venir le médicament à Londres dans une glacière spéciale. Elle convainc les médecins britanniques, réticents, de l'administrer à Johnny. Et elle attend. Les nuits s'étirent, interminables. Elle dort sur un fauteuil dans la chambre de Johnny. Elle lui tient la main. Elle lui parle, même s'il ne répond pas. Elle lui lit des passages de journaux. Elle lui raconte des histoires stupides pour remplir le silence terrifiant des machines qui respirent à sa place. Les enfants Spencer viennent rarement. Diana passe une fois. Elle reste 10 minutes. Elle regarde son père, allongé, branché à des tubes. Elle pleure. Puis elle part. Elle ne dit rien à Rain, pas un mot, pas un regard. Charles vient aussi. Il pose des questions au médecin. Il veut savoir combien de temps avant la fin, avant qu'on puisse organiser les choses. Rain les entend, elle serre les dents, mais elle ne dit rien. Elle continue de se battre, seule. Et puis, un matin, Johnny ouvre les yeux. Les médecins n'en croient pas leurs instruments, c'est impossible, statistiquement impossible. Mais il est là, il respire seul. Il reconnaît Rain, il murmure son nom. Le traitement expérimental a fonctionné. Johnny Spencer va vivre. Les médecins parlent de miracle, les infirmières se félicitent. Mais Rain sait la vérité, ce n'est pas un miracle. C'est de l'obstination, de l'amour et un refus absolu d'abandonner. Elle ramène Johnny au manoir.
Elle transforme les pièces du rez-de-chaussée pour qu'ils puissent se déplacer facilement. Elle engage des infirmières à domicile, des kinésithérapeutes, des spécialistes. Elle passe les années suivantes à le soigner, à surveiller son traitement, à s'assurer qu'il ne rechute pas. Et pendant tout ce temps, elle travaille aussi. Car voilà ce que personne ne dit. Rain Spencer n'a jamais été une femme entretenue. Elle a toujours travaillé. Membre du conseil municipal de Westminster, impliquée dans des œuvres caritatives, financièrement indépendante. Elle n'a pas besoin de l'argent de Johnny. Elle ne l'a jamais voulu. Elle voulait Johnny, point. Mais essayez d'expliquer ça aux enfants Spencer. Essayez d'expliquer ça à Diana, qui continue de l'appeler pluie acide. Essayez d'expliquer ça à une société britannique qui a déjà décidé que Rain était une opportuniste vulgaire. Ils ne veulent pas entendre. 1985. Un dîner chez des amis communs. Diana est là, rayonnante dans une robe bleue. Tout le monde l'écoute religieusement raconter une anecdote sur ses fils, William et Harry. Puis quelqu'un fait l'erreur de mentionner Rain. « Votre père va beaucoup mieux, j'ai entendu. Rain doit être soulagé. » Le visage de Diana se ferme instantanément. Oh, pluie acide est toujours très occupée. À dépenser l'argent de la famille et à refaire le manoir avec un goût, disons, particulier. Les rires fusent, nerveux. Personne n'ose contredire la princesse. Rain est à l'autre bout de la table. Elle entend. Évidemment qu'elle entend. Tout le monde entend. Elle pose sa serviette, elle sourit poliment, et elle reste assise. Parce que c'est ça, le vrai courage de Rain. Ce n'est pas d'avoir sauvé Johnny. Ce n'est pas d'avoir cherché des traitements expérimentaux en Allemagne. Ce n'est pas d'avoir passé des nuits blanches à l'hôpital. Le vrai courage, c'est de rester. De rester dans une famille qui la déteste, de rester dans un manoir où ses propres beaux enfants planifient déjà son expulsion. De rester malgré les humiliations publiques, les surnoms cruels, les accusations de gaspillage et de manipulation. Elle reste parce qu'elle aime Johnny, et parce qu'elle a compris que Diana, au fond, ne la déteste pas vraiment. Diana déteste sa propre douleur. Diana déteste le divorce de ses parents. Diana déteste l'absence de sa mère. Diana déteste la solitude de son enfance dans ce manoir trop grand. Et comme elle ne peut pas haïr ses parents morts ou absents, elle hait Rain. C'est plus simple, plus concret, plus satisfaisant. Rain le sait, et elle accepte ce rôle. Elle devient le réceptacle de toute la rage familiale, le bouc émissaire parfait. Mais même cet acte d'amour désespéré ne suffit pas à faire taire Diana. Au contraire. La guerre allait bientôt atteindre son paroxysme. Car pendant que Rain se battait pour sauver Johnny, Diana menait sa propre bataille. Une bataille bien plus publique, bien plus médiatisée. Une bataille contre un palais, un prince et un destin qu'elle n'avait pas choisi. Et cette bataille allait la transformer, la durcir, la rendre encore plus impitoyable envers Rain. 29 juillet 1981, le même jour, la même cathédrale, le même diadème Spencer sur la tête de Diana. Mais revenons en arrière de quelques heures. 6 heures du matin, Clarence House. Diana se réveille dans une chambre qui n'est pas la sienne. Elle est seule. Charles a dormi ailleurs. Tradition royale, disent-ils. Le futur marié ne doit pas voir la mariée avant la cérémonie. Mais Diana sait la vérité. Charles a passé la nuit au téléphone avec Camilla. Elle l'a entendu, 2 jours plus tôt, murmurer dans le combiné. Des mots doux, des rires complices. Le genre de tendresse qu'il n'a jamais eu pour elle. Diana a 20 ans. Elle va épouser le prince de Galles dans quelques heures. 750 millions de personnes vont la regarder. Le monde entier va l'applaudir. Et elle se sent complètement seule. Elle regarde le diadème Spencer posé sur sa coiffeuse. Les 800 diamants scintillent dans la lumière du matin. Un bijou magnifique, un symbole de sa famille, de ses racines, de son nom. Mais tout ce qu'elle voit, c'est un poids glacé qu'elle va devoir porter pendant des heures. Comme elle va devoir porter ce mariage, ce rôle, cette vie qu'elle n'a pas choisie. Elle a essayé d'en parler, à ses sœurs, à son père. Personne ne veut entendre. Tu vas épouser le futur roi d'Angleterre, Diana. C'est un conte de fées, c'est le rêve de toutes les jeunes filles. Mais les contes de fées ne parlent jamais de l'autre femme. Camilla Parker Bowles. Toujours là, toujours présente, comme une ombre qui suit Charles partout.
Diana a trouvé un bracelet dans les affaires de Charles. 2 C entrelacés. Pour Charles et Camilla. Un cadeau qu'il comptait lui offrir juste avant le mariage. Elle a confronté Charles. Il a haussé les épaules. C'est une vieille amie, Diana, rien de plus. Mensonge. Elle le sent dans ses os, dans son ventre, dans chaque fibre de son corps. Mais il est trop tard pour reculer. Les invitations sont envoyées. Le monde entier attend. Les Spencer comptent sur elle. Son père est si fier. Alors elle va le faire. Elle va sourire. Elle va marcher dans cette allée. Elle va dire oui. Et elle va se sentir mourir de l'intérieur. Les années qui suivent sont un cauchemar déguisé en conte de fées. Diana donne naissance à William, puis à Harry, 2 héritiers. Sa mission est accomplie. Mais Charles est distant, froid. Il passe ses week-ends chez Camilla. Tout le palais le sait, tout Londres le sait. Diana se retrouve seule dans des pièces immenses, des couloirs interminables, des dîners officiels où personne ne lui parle vraiment. On la regarde, on l'admire, on la photographie, mais personne ne la voit. Elle développe une boulimie, elle vomit après chaque repas. C'est la seule chose qu'elle peut contrôler dans sa vie, son poids, son corps. Elle essaie d'en parler à la reine. « Votre Majesté, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide. » La reine la regarde comme si elle venait de commettre une faute de goût. « Nous avons tous nos devoirs, Diana. Vous avez choisi cette vie. » Choisi. Ce mot résonne dans la tête de Diana comme une gifle. Elle n'a rien choisi. On l'a choisi, comme on choisit une jument pour la reproduction. Jeune, vierge, de bonne famille, parfaite sur le papier. Et maintenant qu'elle a produit les héritiers, elle est devenue encombrante. Charles ne la touche plus, il ne lui parle plus, il est ailleurs, toujours ailleurs. Diana a besoin de hurler, de casser quelque chose, de faire comprendre au monde entier qu'elle étouffe. Mais elle ne peut pas, parce qu'elle est la princesse de Galles, parce que les princesses ne hurlent pas, parce que les Spencer ne montrent jamais leur douleur. Alors elle trouve un autre exutoire, Reine. Reine qui a osé remplacer sa mère. Reine qui a osé être heureuse avec son père. Reine qui a osé transformer le manoir de son enfance. Reine qui est tout ce que Diana déteste. Une femme qui n'a pas peur de se remarier 3 fois. Une femme qui n'a pas honte de son passé. Une femme qui refuse de se plier au code rigide de l'aristocratie britannique. Reine est libre. Et Diana la déteste pour ça. Alors elle la punit. Chaque remarque acide, chaque surnom cruel, chaque humiliation publique. C'est une manière de reprendre le contrôle, de faire mal à quelqu'un comme on lui fait mal. Pluie acide devient le réceptacle de toute la rage que Diana ne peut pas déverser sur Charles, sur Camilla, sur la famille royale. C'est plus facile, plus sûr. Reine ne ripostera jamais. Reine encaissera. Reine restera silencieuse. Et Diana a besoin de ça. Elle a besoin d'un ennemi qu'elle peut battre. Parce que dans sa vraie vie, elle perd toutes les batailles. Elle perd Charles, elle perd sa dignité, elle perd son équilibre mental. Mais elle peut gagner contre Reine, elle peut la faire souffrir, elle peut la chasser symboliquement encore et encore. C'est cruel, c'est injuste, c'est monstrueux, mais c'est humain, terriblement humain. Car Diana n'est pas un monstre. Diana est une femme brisée qui essaie de survivre. Et dans sa douleur, elle fait ce que beaucoup de gens blessés font. Elle blesse à son tour. Elle projette sa souffrance sur quelqu'un de plus faible. Quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Quelqu'un qui n'a pas l'armée médiatique que Diana, elle, commence à maîtriser. Les années 90 arrivent. Diana apprend à jouer avec les journalistes, à donner des interviews calculées, à raconter sa version de l'histoire. Elle devient l'héroïne tragique, la princesse prisonnière, la victime de la famille royale. Et elle l'est, vraiment. Elle ne ment pas sur sa souffrance. Mais pendant qu'elle joue ce rôle de victime devant le monde entier, elle continue de torturer Reine dans l'intimité familiale. La victime et le bourreau, les 2 rôles dans la même personne. Et Reine regarde tout ça. Elle voit la douleur de Diana. Elle comprend. Elle comprend que Diana ne la déteste pas vraiment, que Diana déteste sa propre vie, son propre piège doré. Alors Reine continue d'encaisser, parce qu'elle sait quelque chose que Diana ne sait pas encore, que la douleur finit toujours par se transformer, ou par exploser, ou par trouver une issue.
et que ce jour-là, Diana aura besoin de quelqu'un, quelqu'un qui ne la jugera pas, quelqu'un qui aura tout pardonné. Rain attend ce jour, même si elle ne sait pas quand il viendra. Même si elle ne sait pas s'il viendra. Elle attend. Parce que c'est ça, l'amour inconditionnel. Pas seulement pour Johnny, mais pour toute la famille Spencer. Même pour celle qui vous appelle pluie acide. Mais voici la vraie question, celle qui fait mal, celle qu'on préfère éviter. Jusqu'où peut-on excuser la cruauté d'une victime? Est-ce que la souffrance donne tous les droits? Est-ce qu'on peut torturer quelqu'un d'innocent sous prétexte qu'on souffre soi-même? Ou arrive-t-il un moment où la victime doit aussi répondre de ses actes? Août 1996, le divorce est officiellement prononcé. Diana n'est plus son Altesse royale. On lui retire le titre. On négocie les détails financiers comme on liquide une entreprise. Tant pour elle, tant pour les enfants. Les avocats signent des papiers. C'est fini. 15 ans de mariage. 15 ans d'humiliation. 15 ans de solitude dorée. Terminé. Diana quitte Kensington Palace ce soir-là. Les photographes l'attendent dehors, comme toujours. Elle sourit, comme toujours. Mais ses yeux sont vides. Elle monte dans sa voiture, le chauffeur démarre. Et pour la première fois depuis des années, Diana fond en larmes. Pas devant les caméras, pas devant le personnel, juste là, à l'arrière de cette voiture, dans l'obscurité, elle pleure. Elle a gagné sa liberté, mais à quel prix? Les semaines qui suivent sont étranges. Diana n'a plus de protocole à suivre, plus de dîners officiels, plus de voyages royaux. Elle est libre. Mais la liberté ressemble beaucoup à la solitude. William et Harry sont en pension. Charles est avec Camilla, officiellement maintenant. La reine ne l'appelle plus. Le palais l'a effacée comme on efface une tache. Diana se retrouve seule dans son appartement, trop grand, trop silencieux. Elle appelle ses amies. Elles sont compatissantes, bien sûr, mais elles ont leur propre vie, leur mari, leurs enfants, leurs obligations. Diana raccroche et regarde le plafond. Elle pense à sa vie, à tout ce qu'elle a perdu, mais aussi à tout ce qu'elle a fait. Les œuvres caritatives, oui, les hôpitaux visités, les mains serrées, les sourires offerts, mais aussi les cruautés, les petites vengeances, les humiliations infligées. Et soudain, un visage lui vient à l'esprit. Reine. Reine qui a encaissé pendant 15 ans. Reine qu'elle a appelée pluie acide devant tout Londres. Reine qu'elle a boycottée, méprisée, menacée d'expulsion. Reine qui n'a jamais riposté. Jamais. Diana ferme les yeux. Elle sent quelque chose d'étrange. Quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis longtemps. La honte. Une semaine passe, puis 2. Diana reçoit un appel, une voix qu'elle reconnaît immédiatement, douce, posée. C'est Rain. Diana, je voulais te dire que je suis désolée pour ce que tu traverses. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, je suis là. Silence. Diana tient le combiné. Elle ne sait pas quoi dire. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Rain continue, d'une voix calme. Je sais ce que c'est de traverser un divorce. Je sais ce que c'est de se sentir jugée par tout le monde. Tu n'es pas seule, Diana. Et puis elle raccroche, sans attendre de réponse, sans demander quoi que ce soit en retour. Diana reste là, le téléphone dans la main. Elle est sous le choc. Rain vient de lui tendre la main. Rain, celle qu'elle a torturée pendant des années, celle qu'elle a appelée pluie acide, celle qu'elle a menacée et humiliée. Rain lui offre son soutien. Sans condition, sans reproche, sans rancune. Diana raccroche lentement. Elle s'assoit. Elle se met à pleurer. Mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de rage ou de solitude. Ce sont des larmes de honte et de gratitude. Les jours suivants, Diana ne peut pas arrêter de penser à cet appel. Elle se revend en train de lancer des piques à Rain lors des dîners de famille. Elle s'entend prononcer ce surnom cruel. Elle se souvient du regard de Rain, toujours digne, toujours silencieux. Et elle réalise quelque chose de terrible. Rain n'a jamais été son ennemi. Rain a juste été là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Un bouc émissaire parfait pour une jeune fille blessée qui cherchait quelqu'un à blâmer. Diana pense à tout ce que Rain a fait pour son père, les traitements expérimentaux, les nuits à l'hôpital,
les années de soins. Pendant que Diana l'accusait de gaspillage, Rain sauvait la vie de Johnny. Pendant que Diana la traitait d'intruse, Rain transformait le manoir pour que Johnny puisse y vivre malgré sa maladie. Pendant que Diana complotait pour l'expulser, Rain restait, par amour. La vérité est là, brutale, implacable. Diana a été cruelle, injuste, monstrueuse. Pas à cause de Rain, mais à cause de sa propre douleur. Et Rain, elle, a tout compris depuis le début. Elle a vu une jeune fille brisée qui cherchait un exutoire, et elle a accepté ce rôle, sans jamais se plaindre. Diana décroche son téléphone. Ses mains tremblent légèrement. Elle compose le numéro de Rain. Une sonnerie. 2, 3. Rain décroche. Allô? Diana respire profondément. Rain, c'est Diana, Est-ce que je pourrais venir te voir? Pour dîner, peut-être? Silence à l'autre bout du fil. Un silence qui dure une éternité. Puis la voix de Rain, douce. Bien sûr, Diana, quand tu veux. Demain soir. Demain soir, c'est parfait. Diana raccroche, son cœur bat à tout rompre. Elle vient de franchir une ligne invisible. Une ligne qu'elle avait tracée elle-même il y a 15 ans. Une ligne qui séparait les Spencer légitimes des intrus. Mais cette ligne n'a jamais existé. C'était juste une construction, une excuse pour ne pas affronter sa propre douleur. Et maintenant, Diana va devoir faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. S'excuser. Le lendemain soir arrive trop vite et pas assez vite à la fois. Diana choisit sa tenue avec soin. Rien de trop formel, rien de trop décontracté. Elle veut montrer du respect, mais aussi de l'humilité. Elle monte dans sa voiture. L'adresse de Rain est enregistrée dans sa mémoire, même si elle n'y est jamais allée. Le trajet dure 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles Diana répète mentalement ce qu'elle va dire. Les mots se bousculent, s'en mêlent, disparaissent. Comment s'excuser pour 15 ans de cruauté? La voiture s'arrête devant une maison élégante. Pas un manoir, juste une belle demeure londonienne. Rain a toujours été plus discrète que les Spencer ne voulaient l'admettre. Diana descend. Elle regarde la porte d'entrée. Ses jambes tremblent. Ses mains sont moites. Elle sonne. La porte s'ouvre. Rain est là, élégante comme toujours. Ses cheveux parfaitement coiffés, son sourire poli mais chaleureux. Diana, entre, je t'en prie. Diana franchit le seuil, et à ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que personne n'aurait cru possible. Pas même les domestiques qui avaient assisté à des années de guerre froide, pas même les amis qui connaissaient l'histoire. Ce qui se passa ensuite allait changer à jamais la relation entre ces deux femmes, et prouver que même les blessures les plus profondes peuvent parfois guérir. La maison de Rain sent la cire d'abeille et les lys blancs, une odeur douce, rassurante. Presque maternelle. Diana entre dans le salon. Tout est sobre, élégant, rien de la vulgarité dont on accusait Rain, pas de dorures excessives, pas de velours criard, juste du bon goût, discret, raffiné. Diana réalise avec un choc qu'elle ne connaît rien de cette femme. 15 ans de haine, et elle n'a jamais pris le temps de vraiment regarder. « Assieds-toi, Diana, je nous ai préparé quelque chose de simple. » Rain guide Diana vers une petite table dressée près de la fenêtre. 2 couverts, 2 verres de cristal, une nappe blanche immaculée. Des bougies qui diffusent une lumière dorée et tremblante. Pas un dîner officiel, pas un repas protocolaire. Juste 2 femmes face à face. Diana s'assoit, ses mains cherchent quelque chose à faire. Elle tripote sa serviette, la déplie, la replie. Rain apporte une soupière fumante, un velouté de butternut. L'odeur remplit la pièce, chaude, réconfortante. « J'espère que tu aimes la courge, j'ai ajouté un peu de muscade. » Diana hoche la tête. Elle ne peut pas parler, sa gorge est serrée. Rain sert la soupe. Le liquide ambré coule doucement dans les assiettes de porcelaine. Le bruit est étrangement apaisant. Elles commencent à manger en silence. Le tintement des cuillères contre la porcelaine, le crépitement des bougies, le bruit lointain de la circulation londonienne dehors. Diana lève les yeux vers Rain. Elle la regarde vraiment pour la première fois.
Rain a vieilli, bien sûr. Des rides au coin des yeux, des fils argentés dans ses cheveux, mais elle est toujours belle, d'une beauté calme, apaisée. Et surtout, il n'y a aucune trace de rancune dans son regard. Diana pose sa cuillère, sa main tremble. Rain, Les mots ne viennent pas. Comment résumer 15 ans de cruauté en une phrase? Comment s'excuser pour l'inexcusable? Rain lève la main doucement. Diana. Tu n'as pas besoin. Si. La voix de Diana est ferme maintenant. Elle a passé des années à fuir, à projeter, à blâmer les autres. Elle ne va pas fuir maintenant. Si, j'ai besoin. Parce que j'ai été horrible avec toi, pendant des années. Je t'ai appelé ce surnom affreux. Je t'ai humilié en public. J'ai monté mes frères et sœurs contre toi. Je t'ai menacé d'expulsion. Je t'ai traité comme si tu n'existais pas. Diana sent les larmes monter. Elle ne les retient pas. Et pendant tout ce temps, toi, tu as sauvé mon père. Tu l'as soigné, tu l'as aimé. Ça a été là quand nous, ses propres enfants, on ne venait même pas le voir à l'hôpital. Sa voix se brise. Je suis désolé, Rain. Je suis tellement désolé. Le silence tombe, lourd, épais. Les bougies continuent de trembler. Les ombres dansent sur les murs. Rain pose sa serviette. Elle se lève lentement, contourne la table. Diana se lève aussi, instinctivement. Elle se retrouve face à face. Rain ouvre les bras et Diana s'effondre dedans. Elle pleure, vraiment, comme elle n'a pas pleuré depuis des années. Des sanglots profonds, violents, qui viennent du ventre. Rain la tient, fermement, comme on tient un enfant blessé. Elle ne dit rien. Elle caresse doucement les cheveux de Diana. Elle la laisse pleurer. Les minutes passent, longues, interminables. Finalement, Diana se redresse. Son maquillage a coulé, ses yeux sont rouges. Elle doit avoir l'air horrible. Mais elle s'en fiche. Rain lui tend un mouchoir en tissu. Diana se mouche, presque en riant. Je suis désolé, je dois ressembler à un monstre. Rain sourit, un vrai sourire, chaleureux. Tu es magnifique, Diana. Elle se rassoit, mais quelque chose a changé. L'air est plus léger, comme si un poids invisible venait de se dissoudre. Diana prend une gorgée d'eau, elle respire profondément. Pourquoi tu ne m'as jamais répondu? Pourquoi tu ne m'as jamais remise à ma place? Rain réfléchit un instant. Elle choisit ses mots avec soin. Parce que je voyais ta douleur, Diana. Derrière chaque insulte, derrière chaque regard noir, je voyais une petite fille qui avait perdu sa mère, qui avait été jetée dans un mariage impossible, qui étouffait. Diana ferme les yeux. Les larmes coulent à nouveau, silencieuses cette fois. Tu avais besoin d'un ennemi, continue Rain. Quelqu'un à blâmer, quelqu'un qui ne riposterait pas. J'ai accepté ce rôle parce que je savais que tu n'avais personne d'autre. Mais c'était tellement injuste. La vie est injuste, Diana. Rain tend la main par-dessus la table. Diana la prend. Leurs doigts s'entrelacent. Mais la vie nous offre aussi parfois des moments de grâce. Des moments où on peut réparer ce qui a été cassé. Et ce moment, c'est maintenant. Diana serre la main de Rain, fort. Merci. Merci d'avoir pris soin de papa. Merci d'avoir enduré tout ça. Merci d'être... toi. Rain sourit à travers ses propres larmes maintenant. Merci d'être venue, Diana. Elle reste comme ça un long moment, mains entrelacées, bougies qui s'éteignent lentement, soupe qui refroidit. Mais rien de tout ça n'a d'importance, parce que dans cette pièce, ce soir-là, 2 femmes brisées par la vie se sont tendues la main. 2 femmes que tout opposait. L'une jeune, célèbre, adorée. L'autre plus âgée, méprisée, ignorée. 2 femmes qui portaient chacune leur fardeau, leur solitude, leur douleur, et qui venaient de découvrir qu'elles n'étaient pas si différentes finalement. Avant de partir, Diana embrasse Rain sur les 2 joues, puis elle la serre à nouveau dans ses bras. « Je reviendrai, si tu veux bien de moi. » Rain hoche la tête, sa voix est douce mais ferme. « Tu seras toujours la bienvenue ici, Diana. » Diana sort dans la nuit londonienne. L'air froid lui fouette le visage, mais elle se sent étrangement légère, comme si elle venait de déposer un poids qu'elle portait depuis 15 ans. Dans la voiture, elle regarde par la fenêtre. Les lumières de Londres défilent, floues,
belle. Elle pense à tout ce qu'elle a gâché, tout ce temps perdu, tous ces moments où elle aurait pu avoir une alliée au lieu d'une ennemie. Mais elle pense aussi à quelque chose d'autre. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser, pour réparer, pour pardonner. Ce soir-là, Diana a appris quelque chose que la famille royale ne lui avait jamais enseigné: l'humilité. Et surtout, elle a découvert que Rain Spencer n'était pas plus acide. Rain Spencer était une femme extraordinaire, courageuse, digne, aimante. Et Diana venait de gagner une amie. Mais le destin cruel leur laissait si peu de temps. À peine un an plus tard, le monde entier allait pleurer Diana. Et Rain allait perdre non seulement une belle-fille, mais aussi cette amitié naissante, cette réconciliation si fragile, si précieuse. Le diadème Spencer allait alors entamer un nouveau voyage. Un voyage qui allait révéler une dernière vérité sur cette famille fragmentée. 31 août 1997. Un tunnel à Paris, une Mercedes noire, des flashs de paparazzi, du métal froissé, du verre brisé. Et le silence. Diana Spencer, 36 ans, morte. Le monde entier s'arrête de respirer. Des millions de personnes pleurent une femme qu'elles n'ont jamais rencontrée, mais qu'elles ont l'impression de connaître intimement. Rain apprend la nouvelle à la radio. Elle s'assoit lentement. Ses mains tremblent. Elle pense à ce dîner, à peine 1 an plus tôt, à ses mains entrelacées, à ce pardon enfin offert. 1 an. Elles ont eu 1 an. Et maintenant, c'est fini. Les funérailles sont grandioses. Westminster Abbey, des chefs d'État, des célébrités, des millions de bouquets déposés devant Kensington Palace. Rain est là, discrète, au fond. Personne ne la remarque. Personne ne sait qu'elle et Diana s'étaient réconciliées, que Diana était venue chez elle, qu'elles avaient pleuré ensemble. Cette histoire reste entre elles, privée, sacrée. Le comte Spencer, Johnny, meurt quelques années plus tard. En 1995, en réalité, 2 ans avant Diana. Rain le soigne jusqu'au bout, fidèle, aimante. Et après sa mort, comme prévu, les enfants Spencer la chassent. Pas violemment, pas illégalement, mais fermement. Le manoir retourne à la famille. Rain part avec ses affaires personnelles, ses souvenirs et son diadème. Car oui, Rain possède un diadème Spencer elle aussi. Pas celui que Diana a porté à son mariage, celui-là reste dans les coffres familiaux, intouchable, sacré. Non, Rain possède un autre diadème, celui qu'elle a hérité de sa mère, Barbara Cartland. Un diadème de diamant avec des festons de perles, transformable lui aussi. On pouvait le porter en couronne ou le démonter pour en faire un collier, un bijou magnifique, délicat, élégant. Rain le garde précieusement pendant des années. Il dort dans un coffre. Elle ne le porte jamais. Trop de souvenirs, trop de poids. 2016, Rain Spencer meurt à l'âge de 87 ans, seule, dignement. Ses héritiers décident de vendre le diadème. La maison d'enchères Christie's organise une vente. Le catalogue décrit le bijou avec précision technique. Or blanc, diamant, perles, style édouardien, transformable. Prix estimé 50 000 à 70 000 livres sterling. Le jour de la vente arrive. Les enchérisseurs sont peu nombreux. C'est un beau bijou, certes, mais sans histoire particulière, sans provenance royale vraiment spectaculaire. Le marteau tombe à 70 000 livres, vendu. Le diadème de Rain Spencer disparaît dans une collection privée, anonyme, silencieux. Mais 1 an plus tard, en 2017, quelque chose d'étrange se produit. Le même diadème réapparaît aux enchères, mais cette fois, le catalogue a changé. On ne parle plus simplement d'un bijou édouardien, on parle du diadème de la belle-mère de la princesse Diana. On évoque le lien avec Barbara Cartland, on mentionne les Spencer, on transforme un bijou en relique, et soudain, la valeur explose. Les enchérisseurs se multiplient, tout le monde veut un morceau de l'histoire Diana. Peu importe que ce diadème n'ait jamais touché la tête de la princesse, peu importe que Rain et Diana se soient détestés pendant 15 ans, ce qui compte, c'est le mythe Diana, la princesse tragique, l'icône immortelle. Le marteau tombe à 180 000 livres sterling,
plus du double du prix initial, en un an. Quelqu'un dans la salle applaudit, d'autres sourient. C'est une belle affaire, un bel investissement. Mais personne ne pense à l'ironie. Rain Spencer, celle qu'on a méprisée toute sa vie, celle qu'on a accusée de gaspillage et d'opportunisme, celle qu'on a chassée du manoir familial. Son diadème vaut maintenant une fortune, non pas grâce à sa beauté, non pas grâce à son histoire, mais grâce à Diana, grâce au nom Spencer, grâce à une association ténue avec la tragédie royale. C'est presque obscène. Transformer la douleur en profit, transformer le pardon en marchandise, transformer une réconciliation intime en argument de vente. Et ce n'est pas fini. 2016 également. Le diadème que Diana a porté à son mariage, le vrai, celui avec les 800 diamants, reste dans les coffres Spencer. Intouchable pour l'instant. Mais combien de temps encore? Combien de temps avant que lui aussi soit vendu, dispersé, transformé en investissement? Car c'est ça, la vraie fin de l'histoire Spencer. Une famille qui se fragmente, comme le diadème lui-même, composé de morceaux arrachés à d'autres bijoux, recomposés artificiellement et finalement vendus, dispersés, oubliés. Les Spencer n'ont plus de manoir familial unifié, les enfants sont éparpillés, les héritages divisés, les rancunes persistent. Diana est morte, Rain est morte, Johnny est mort. Et les diadèmes voyagent de coffre en coffre, de collection en collection, objets magnifiques mais vides, dépouillés de leur sens. Parce que les bijoux ne valent rien sans les histoires qu'ils portent, sans les femmes qui les ont portés, sans les larmes et les rires qui les ont accompagnés. Le diadème de Diana a vu son mariage, il a vu ses espoirs, il a vu le début de son calvaire. Le diadème de Rain a vu sa dignité, son silence, sa capacité à pardonner l'impardonnable. Mais maintenant, ces diadèmes ne sont plus que des chiffres dans un catalogue d'enchères. 70 000 livres, 180 000 livres. Comme si on pouvait mettre un prix sur la douleur, sur le pardon, sur l'amour. Et voilà peut-être la leçon la plus cruelle de cette histoire. Nous vivons dans un monde où tout finit par être vendu. Même les souvenirs, même les réconciliations, même les tragédies. On transforme les princesses mortes en arguments marketing. On exploite leur mémoire pour faire grimper les enchères. On marchandise la souffrance. Et on appelle ça de l'histoire, du patrimoine, de la culture. Mais est-ce vraiment ça? Ou est-ce juste une autre forme de pillage? Une autre manière de profiter de ceux qui ne peuvent plus se défendre? Diana ne peut plus dire non. Rain ne peut plus dire non. Alors, on vend leurs bijoux. On raconte leurs histoires. On exploite leurs noms. Et quelque part, dans un coffre anonyme, un diadème de 800 diamants attend son tour. Attend d'être vendu lui aussi. Dispersé. Transformé en ligne dans un portfolio d'investissement. La famille Spencer fragmentée, comme le diadème lui-même, définitivement. Revenons au début. 29 juillet 1981. Une jeune femme de 20 ans avance dans l'allée de la cathédrale Saint-Paul. Sur sa tête, un diadème de 800 diamants. Dans son cœur, un mélange d'espoir et de terreur. Elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Le mariage raté, la solitude, la trahison, la douleur. Elle ne sait pas non plus qu'elle va devenir une icône, que le monde entier va l'aimer, qu'elle va toucher des millions de vies. Mais elle ne sait surtout pas qu'elle va passer 15 ans à torturer une femme innocente et qu'elle va mettre 15 ans à comprendre son erreur. 15 ans. 15 années perdues. 15 années où Diana et Rain auraient pu être alliées, amies, complices. 2 femmes incomprises. 2 femmes prisonnières de rôle qu'on leur avait imposé. 2 femmes qui souffraient en silence. Elles auraient pu se soutenir, se comprendre, s'épauler. Mais au lieu de ça, elles se sont déchirées. Parce que c'est plus facile de haïr que de comprendre. Parce que c'est plus simple de blâmer que d'affronter sa propre douleur. Et puis, finalement, elles se sont retrouvées. Trop tard, beaucoup trop tard. 1 an. Elles ont eu 1 an de paix. 1 an d'amitié. 1 an pour rattraper 15 années perdues. Et ensuite, Diana est morte. Alors voici la vraie question, celle qui fait mal, celle qu'on préfère éviter. Combien de temps allons-nous gaspiller à détester les mauvaises personnes?
Combien d'années allons-nous perdre à projeter notre douleur sur des innocents? Combien de réconciliations allons-nous remettre à demain, alors que demain n'est jamais garanti? Parce que c'est ça, la leçon de cette histoire. Le pardon a un prix, et ce prix, c'est le temps. Chaque jour où Diana a appelé Reine pluie acide, c'était un jour de moins pour construire une vraie relation. Chaque humiliation infligée, c'était une occasion manquée de guérison. Chaque silence glacial, c'était un mur de plus entre elles. Et quand Diana a finalement compris, quand elle a finalement franchi cette porte, quand elle a finalement tendu la main, il était presque trop tard. Presque, mais pas tout à fait. Parce que Reine a accepté, immédiatement, sans condition, sans reproche. 15 ans d'humiliation effacés en une soirée. 15 ans de douleur dissolus en quelques mots. Je suis désolé. 2 mots, si simples, si difficiles à prononcer, mais tellement puissants. Reine aurait pu refuser. Elle aurait pu claquer la porte. Elle aurait pu dire « Trop tard, Diana, tu as eu ta chance. » Mais elle ne l'a pas fait. Parce que Reine avait compris quelque chose que Diana apprenait seulement. La vie est trop courte pour porter la rancune, trop courte pour garder des comptes, trop courte pour transformer la douleur en identité. Reine a choisi le pardon, pas parce que Diana le méritait, mais parce que Reine, elle, méritait la paix. Et c'est peut-être ça, le vrai courage. Pas de sauver quelqu'un avec des médicaments expérimentaux, pas d'endurer des années d'humiliation en silence. Le vrai courage, c'est de pardonner, même quand on a toutes les raisons du monde de ne pas le faire. Regardez ce diadème, ce bijou composé de morceaux arrachés à d'autres trésors, fragmentés, recomposés. Il aurait pu rester brisé, dispersé, inutile, mais on l'a transformé. On a pris des pièces disparates et on a créé quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. C'est exactement ce que Reine et Diana ont fait ce soir-là. Elles ont pris 15 ans de fragments brisés, de douleur, de colère, de ressentiment, et elles ont créé quelque chose de nouveau, un pardon, une amitié, une paix, fragile, brève, mais réelle. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu. Peut-être qu'on ne peut pas effacer les erreurs du passé. Mais on peut choisir de transformer ce qui reste. On peut choisir de pardonner. On peut choisir de tendre la main. On peut choisir de construire un pont au lieu d'un mur. Même si c'est tard, même si c'est difficile, même si on n'a plus beaucoup de temps. Parce que1 an de paix vaut mieux que 15 ans de guerre. Un dîner où on se tient la main vaut mieux que des décennies de silence. Un pardon murmuré dans une maison discrète de Londres vaut mieux que toutes les couronnes et tous les diadèmes du monde. Diana l'a compris trop tard, mais elle l'a compris. Et dans ces derniers mois, elle a eu une amie, une vraie amie, quelqu'un qui la connaissait vraiment, qui avait vu sa cruauté et qui l'avait pardonnée, quelqu'un qui ne la jugeait pas, qui ne l'exploitait pas, qui ne voulait rien d'elle sauf sa présence. Reine lui a offert ce cadeau, le cadeau du pardon inconditionnel. Et Diana, à son tour, a offert quelque chose à Reine, la reconnaissance, enfin. Après 15 ans d'invisibilité, Diana l'a vu, vraiment vu, et elle a dit merci. Merci pour les années d'amour, merci pour les soins, merci d'avoir sauvé mon père, merci d'avoir été toi. Ces mots, Reine les a attendus pendant 15 ans, et quand ils sont enfin venus, elle a pleuré. Pas de colère, pas de soulagement, mais de joie. Parce que Diana était revenue, la vraie Diana, pas la princesse blessée qui projetait sa rage, mais la jeune femme vulnérable qui cherchait désespérément de l'amour. 2 femmes, un diadème, une famille brisée, et au final, un pardon. Trop bref, trop tardif, mais infiniment précieux. Alors peut-être que la prochaine fois que vous regardez quelqu'un que vous détestez, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un que vous blâmez, posez-vous cette question. Est-ce vraiment cette personne que je déteste, ou est-ce ma propre douleur que je projette sur elle? Et surtout demandez-vous,
Combien de temps vais-je attendre avant de tendre la main? Parce que le temps, contrairement au diamant, ne dure pas éternellement. Le diadème Spencer scintille toujours quelque part. 800 diamants, froids, éternels, indifférents. Mais les femmes qui l'ont porté sont parties. Diana, Rain, toutes les Spencer qui ont senti le poids de ces pierres sur leur front. Elles sont parties, avec leur douleur, leurs secrets, leur pardon. Il ne reste que les diamants, et peut-être une leçon, que les bijoux survivent aux histoires, mais que les histoires, elles, donnent sens aux bijoux. Et que la plus belle histoire n'est jamais celle d'une couronne parfaite, mais celle d'un cœur brisé qui apprend à pardonner, même quand il est presque trop tard, surtout quand il est presque trop tard, car c'est là que le pardon a le plus de valeur, quand on n'a plus rien à gagner, plus rien à prouver, plus rien à attendre, juste la paix d'avoir fait ce qui était juste, même si le monde entier ne le saura jamais. Diana et Rain le savaient, et peut-être que ça suffit.